Mesdames et messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver. Bienvenue donc à votre émission Le Décryptage sur la fréquence de développement. Nous nous acheminons peu à peu vers les législatives d'avril 2019. Les polémiques s'enflent surtout en ce qui concerne deux instruments juridiques qui seront expérimentés lors de cette épreuve électorale. On pourrait le dire, il s'agit du code électoral et de la charte des partis politiques, la nouvelle charte des partis politiques. L'un concerne l'article 242 et l'autre le fameux certificat de mise en conformité, une pièce obligatoire. Et donc, nous en parlerons avec notre consultant politique à ETélé, Agapit Napoléon Maforican. Bonjour. Bonjour Miad, bonjour téléspectateurs, amis de ETélé. Voilà. Très bien, vous êtes expert en gouvernance, vous êtes également consultant médias et communication, par ailleurs administrateur électoral, diplômé de la chaire UNESCO, c'est bien évidemment cela. Oui. Voilà, on va démarrer. Pas détailler tous les pédigrés, mais oui, c'est vrai. Bien sûr qu'en matière électorale, nous avons, je l'ai déjà dit une fois, il me semble qu'on a une expertise, non seulement en matière de suivi des élections, mais aussi en matière d'analyse des processus électoraux, de consultation sur les projets, d'études sur les processus électoraux. Et donc, on a acquis le droit, comme on le dit, donc d'opiner sur ces questions-là. C'est vrai que beaucoup nous connaissent comme journalistes, communicateurs, mais c'est vrai que sur ces questions de gouvernance, de gestion de projets, de développement local, de gestion des ressources humaines, nous avons quelques compétences. Donc, en matière électorale, oui, c'est vrai. Tout à fait, nous avons des questions électorales, on pourrait le dire ainsi, même si nous ne sommes pas en pleine ferveur électorale. L'article 242, la polémique, est-ce que le Bénin est un pays, est une nation de polémique? L'article 242 semble ne pas être clair. Non, j'avais des opinions là-dessus. Je n'ai pas besoin d'aller encore longuement sur ça. Je pense que notre dernière émission de décryptage, on en a parlé. Et en cours de semaine, j'ai été obligé encore de recadrer parce que lorsque la Sénat, la Commission électorale nationale autonome, a donné quelques clés, certains ont cru devoir mettre même en doute ou évoquer leurs suspicions. Et dit, mais pour moi, la Sénat était trop gentille, un peu trop. Est-ce son rôle? Parce qu'elle n'était pas obligée. Son rôle peut-être, mais elle n'y était pas obligée parce qu'elle n'a même pas à l'exploiter elle. La Sénat n'a pas utilisé l'article 242. L'article 242, c'est la Cour constitutionnelle qui devait l'utiliser. Donc la Sénat a juste voulu calmer le jeu. Je pense qu'ils ont été dans la pédagogie. Et les partis politiques ou les candidats potentiels devraient lui être reconnaissants. Parce que la Sénat n'était pas obligée. Là où toute l'étendue des pouvoirs de la Sénat en matière de résultats au niveau des élections législatives et présidentielles, donc au niveau des élections présidentielles et des élections législatives, oui, c'est l'article 17, alinéa 3 ou 4, 5, je ne sais pas combien. Mais l'article 17 de la loi de 2018-31, portant code électoral en République du Bénin, et là, on a substitué à centraliser, compiler. Donc, compiler, c'est des brutes. On est tous dans brut. La compilation que fait la Sénat, des plis. Donc, compile. Donc, c'est une centralisation. Il n'y a pas un travail arithmétique allant jusqu'à la détermination des pourcentages ou donc de l'attribution du siège. Et quand vous regardez la gestion législative, le processus est encadré. Le mode de répartition qui est la proportion, le scrutin de liste à la proportionnelle, à la plus forte moyenne, c'est un processus, un procédé qui n'est pas du ressort de la Cour, de la Sénat. La Sénat compile, va dire dans l'arrondissement X, on a 546 arrondissements, voilà. Donc, il y aura 546 compilations, normalement. Où on dira, nous avons tel votant, enfin tel inscrit, tel votant, selon les plis reçus des bureaux de centre de vote, tel suffrage valablement exprimé. Et ils peuvent aller plus loin en disant, ces listes ont eu, voilà, et ils vont détailler. Puis après, ils peuvent dire, selon nous, et sur la base de ce que la loi a dit,
Voilà ce qui peut ressortir. C'est ça que d'aucuns appellent les tendances. Les grandes tendances. Exact. Mais la Sénat n'est pas obligée. Mais est-ce qu'il Et n'y ce a pas que dit besoin... la Sénat n'est pas... Oui. Ce que dit la Sénat ne peut être pris pour comme temps. Parce que la Cour constitutionnelle contrôle la validité, examine les réclamations et proclame les résultats. Ça veut dire quoi? Quand la Sénat a fini, ou même pendant que la Sénat continue, la Cour qui déploie sur le terrain elle-même un certain nombre d'observateurs, gère la sincérité au temps de vote, donc contrôle la validité Des résultats. des résultats, examine les réclamations, donc le contentieux lié à l'élection. Je ne parle pas de contentieux des résultats, je parle du contentieux lié à l'élection. Donc le contentieux de l'ouverture du bureau de vote, le contentieux du dépouillement, le contentieux du transport des résultats. Donc la Cour connaît ce type de contentieux parce qu'elle est saisie ou parce qu'elle-même a constaté des irrégularités. Donc, voilà un principe que la Sénat ne peut pas faire. La Sénat va se tenter la sincérité. Est-ce qu'on a mis des éléments extérieurs qui peuvent influencer le scrutin? Est-ce que le scrutin répond effectivement à ce que les populations ont fait? Elle peut faire un rapport à la Cour constitutionnelle. Mais elle ne peut pas décider que le scrutin est sincère ou pas. Mais lorsqu'on se réfère quand même à cette explication, ou du moins cette explication, oui, de l'article 242 faite par la commission électorale, on a l'impression qu'elle intègre déjà le calcul, le mode de répartition. C'est pour ça que j'ai dit qu'elle a beaucoup aidé les partis politiques. Elle les a beaucoup aidés parce que ce qu'elle a dit, c'est ce qui doit être fait. La Sénat n'a rien fait de mauvais. La Sénat n'a pas créé un nouveau mode de calcul. La Sénat a traduit en schéma ce qui doit l'être. En fait, la Sénat a fait explication pour les nuls. Vous connaissez la collection pour les nuls. Je ne fais pas de propagande ni de publicité. Mais il y a une collection qu'on appelle collection pour les nuls. C'est-à-dire que le B.A.B.A., on l'explique aux nuls. L'informatique pour les nuls. Si c'est tellement, clair, pourquoi cette polémique alors? Les calculs de sièges pour les nuls. Si c'est tellement... Pour des gens, des cuidames qui ne savent pas comment ça se fait. Agapit Napoléon Maforican, si c'était tellement clair, pourquoi cette polémique s'enfle? Mais quand un nul est un nul. Vous n'êtes pas sans savoir, un constitutionnaliste très respecté de ce pays estime qu'à la faveur donc d'une rencontre qui a été organisée, estime que véritablement nous avons un code électoral qui manque de clarté. Surtout l'article 242, c'est quand même quelqu'un qui connaît de quoi nous parlons. Je reviens, mais qu'on en parle ensemble, lui et moi. C'est tellement clair l'article. Quand tout le monde dit que ça manque de clarté, qu'on a qu'à me dire quel mot. C'est liste en compétition qui a besoin de clarté. C'est liste éligible. C'est pour être éligible qui a besoin de clarté. C'est 10% qui a besoin de clarté. C'est quoi la clarté? Quand vous lisez l'article 242, vous regardez ce que la Sénat a dit. Vous avez encore à redire. Mais écoutez, le principe nul n'est censé ignorer la loi n'est pas béninois. Mais quelle complication n'est pas derrière? Chacun peut trouver. Ça dépend de son degré de culture législative. Ça dépend de son degré d'analyse des textes. Ça dépend de son degré. Mais quand on vous donne un commentaire d'arrêt, vous pensez que c'est si facile à commenter? Et pourtant, ça s'applique même à des illettrés, des arrêts de juridiction. Des arrêts de juridiction, des décisions du tribunal, s'appliquent même à des illettrés. Alors que leur interprétation n'est pas aussi facile ni aisée. Et quand dans les classes de droit, on vous donne des commentaires d'arrêt, vous savez que ce n'est pas des choses aisées. Donc, que le professeur de droit dise que c'est compliqué, c'est possible, parce que, du point de vue peut-être doctrinal ou scientifique, il estime qu'il n'a pas peut-être ces éléments en lui. Mais sur le plan politique, tout est clair. Sur le plan littéral,
Tout est clair. De façon succincte, que retenir concrètement de l'article 242? Je l'ai dit déjà plusieurs fois, je pense que ça va risquer d'être trop redondant. La Sénat l'a dit. Ce sera toujours C'est bien pour nos tellement simple. téléspectateurs. Nous avons toujours fait des élections législatives en scrutin de liste à la proportionnelle. On en fait le plus fort reste. Depuis quelque temps, nous faisons la plus forte moyenne. Mais alors, qu'est-ce qui change cette année? La seule chose qui change, c'est que quand on a plus de 4 listes en présence, lors du partage des sièges, Oui. c'est-à-dire que si plus de 4 listes, je dis plus de 4 listes sont qualifiées pour, c'est-à-dire ont plus de 10%, si plus de 4 listes, donc si 5 listes et autres et plus sont qualifiés pour le partage, donc ont plus de 10%, c'est parmi eux que le partage se fera. Donc, ça veut dire que ces 4 listes sont qualifiées, ces 4 listes C'est-à-dire, ils ont... plus de 10%, Oui. si 4 listes ont plus de 10%, alors qu'il y a 5 listes qui ont participé aux élections, c'est que le 5e qui n'a pas 10%, même s'il a gagné le 6e arrondissement de Cotonou, le 19e arrondissement qui est à Porte-Novo, la 6e circonscription électorale Oui. qui est dans À Bomé-Calavier et environ. la 19e qui est vers Porte-Novo, de l'autre côté à Djara, à Guégui et autres, Oui. ou la 24e qui est le deuxième à Goni de Zou, à zone Goni. Même s'il a gagné et il n'a pas 10%, il n'aura aucun siège. Voilà la seule chose qui change. C'est-à-dire que quand on a plus de 4 listes Oui. à l'élection comme candidat, et au moins 4 listes ont 10%, la 5e liste ne sera pas à l'Assemblée nationale si elle n'a pas 10%. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, jusqu'à 4 listes, on est encore dans le schéma habituel. Jusqu'à 4 listes. Le législateur a veillé à ce qu'il y ait au moins 4, au minimum 4 listes représentées à l'Assemblée nationale, si plus de 4 listes ont candidaté, sont en compétition. Le législateur aurait pu se taire et laisser les affaires de 4 listes, en disant seules les listes ayant recueilli plus de 10% au niveau national peuvent aller à la répartition des sièges. En disant cela, on peut retrouver une seule liste, 2 listes ou 3 listes. Mais le législateur a voulu élargir en disant qu'il ne faut pas qu'il y ait un monopole d'un groupe politique. À l'Assemblée nationale. Donc, a dit au minimum, ça doit être 4. C'est une décision peut-être péremptoire. C'est décidé parce que ça aurait pu être 10, ça aurait pu être 9. Mais ils ont dit 4 au moins. Donc, s'il y a moins de 4 listes en compétition, on ne peut pas créer une liste. Donc, il y aura moins de 4. Ça veut dire quoi? Si 3 listes sont qualifiées par la Sénat, les 3 participeront à la répartition. Il n'y a rien à dire. On laisse cette affaire de 10%. Très bien. Si 4 listes Oui. participent aux élections, les 4 listes participeront à la répartition des sièges. On laisse cette affaire de 10%. Avec 10% ou pas, les 4 listes seront là. Oui. Mais si ça commence par être 5 listes qui participent aux élections, au moins 4 listes participeront à la répartition des sièges. Alors, si les 5 listes ont plus de 10%, les 5 participeront. Si le 5e n'a pas plus de 10%, même si elle gagne certaines circonscriptions, elle n'aura pas ces sièges-là, puisque c'est les 4 qui auront plus de 10% qui auront. La chose est simple. Les partis politiques le connaissent, ils le savent. Nos populations n'ont pas peut-être tout le temps d'analyser tout ça pour comprendre. Il faut que les partis politiques collent la paix au peuple sur ces questions-là. C'est trop simple par rapport à eux. C'est trop simple par rapport aux listes. Donc, je pense que c'est redondant qu'on revienne tout le temps là-dessus. Et moi, j'estime que ce débat n'en est pas un, parce qu'il n'y a aucun problème. Et donc, après l'explication de la Sénat, on ne devrait plus assister à cette polémique. Je vous dis que la Sénat n'a fait que aider. Donc, c'est comme cerise sur le gâteau. Apparemment, cette polémique va continuer. Non, parce que justement, la semaine prochaine, ceux qui soulèvent la polémique, oui, veulent créer la zizanie. Ils savent bien que cette décision est déjà que la Cour a jugé que tous les articles du Code électoral sont conformes à la Constitution.
et qui est une décision du 9 octobre d'ailleurs, de la Cour constitutionnelle, par rapport à l'article 224, déjà, oui, avait déjà rappelé qu'ayant déclaré que tous les articles étaient conformes à la Constitution, il n'y avait pas de question. Donc, on appliquait que les dispositions de l'article 124 de la Constitution sur l'autorité de la chose jugée s'appliquaient. Donc, ceux qui ont saisi la Cour amusent la galerie. Ils amusent la galerie. C'est de créer le doute dans l'opinion. Pour pouvoir demain dire, oui, on nous a volé. Les choses sont trop claires. Trop claires même. Donc, l'explication de la Sénat est une pédagogie. Et la Sénat a voulu prévenir en arrêtant toute spéculation. Sinon, ce n'est même pas de son ressort. Elle n'était même pas obligée. Mais elle a été gentille. Elle a été peut-être trop paternaliste. C'est une Sénat peut-être très maternaliste. Peut-être c'est pour prévenir les conflits. Non, je pense que c'est en fait oui, pour arrêter toute polémique. Mais la Sénat se rend compte qu'elle n'arrêtera pas là parce qu'il n'y a pas pire aveu que celui qui ne veut pas voir, plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. C'est là le problème. Donc, nous attendons que la Cour, peut-être, j'attends impatiemment la décision de la Cour. Oui, la semaine prochaine. Et la suite. Très bien. En attendant, nous allons parler de l'autre aspect, puisque je le disais, il y a bien de polémiques encore en ce qui concerne ce certificat qu'on doit avoir désormais pour quand même déposer les dossiers à la Sénat. Vous le savez, c'est bien le 21 février prochain. Donc, nous sommes donc à 4 jours véritablement du démarrage du dépôt de candidature à la Sénat. Le certificat, après la sortie donc, du ministre Sakalafia, en ce qui concerne les partis politiques qui ne remplissent pas les conditions pour avoir ce certificat. Vous avez eu la réaction de l'UDBN, Union démocratique pour un Bénin nouveau, véritablement. Quelle lecture vous faites de la posture de l'UDBN, ce parti qui se réclame bien évidemment de la majorité présidentielle? C'est vrai que depuis quelque temps, j'observe le positionnement de l'UDBN. Et je dois avouer que ce n'est pas le meilleur exercice possible. Comme vous l'avez dit, il fallait un parti qui se réclame de la majorité présidentielle, mais qui a des attitudes sur le terrain qui n'ont rien à voir avec la majorité présidentielle. Alors, il faut peut-être que le parti clarifie avec ses militants son positionnement. Parce que lorsqu'on est dans une majorité présidentielle, lorsqu'on se réclame d'un camp, il y a une discipline, une exigence de discipline, à mon avis. Ça ne veut pas dire unanimisme, mais la discipline du groupe voudrait qu'on n'aille pas dans tous les sens. C'est quoi être de la majorité présidentielle? C'est quoi? C'est être en harmonie avec la vision portée par le président de la République en exercice. Mais quand le parti dit ça et dénonce certaines choses qui lui semblent utiles, peut-être ou nécessaires, mais qui touchent le camp présidentiel, la question de savoir est-ce que ce parti n'est pas en pleine tricherie? La question est là. Est-ce que l'UDBN est vraiment un parti de la majorité? Nous sommes dans un jeu démocratique, Agapit Napoléon Maforik. Non, je suis dans l'analyse, moi. Oui, vous savez, je suis moi dans l'analyse. Moi, j'analyse ce que j'ai sous la main. Je n'ai pas dénié à l'UDBN d'agir. Bien au contraire, je ne peux même pas le faire. J'ai eu une relation un peu particulière avec l'UDBN. Je n'ai aucun problème avec l'UDBN. C'est la posture qui vous gêne. Oui, je n'ai pas de problème avec l'UDBN. Mais moi, j'analyse. Et je m'étonne. Ça fait que c'est l'UDBN qui dit il y a campagne précoce. Tout à fait. Je dis bien. Déjà, à ce niveau, il y a déjà un problème. C'est l'UDBN qui était déjà la première à dire nous n'irons pas dans les blocs. Et a fait son congrès. On peut dire c'est la liberté. Mais au même moment, quand on est dans un groupe, il y a la discipline. L'UDBN est libre. Mais l'UDBN n'est pas discipliné. Alors, est-ce qu'elle est de la majorité présidentielle? Vous posez encore la question. Toujours. Parce que je vous dis, il y a la discipline. Votre liberté s'arrête là où commence à être, n'est-ce pas? Dans un groupe. C'est entrer dans une majorité, dans un bloc, c'est aliéner une partie de sa liberté. Donc, vous ne pouvez pas dire je suis dedans, mais je suis libre. Vous n'êtes pas dedans, soit vous êtes anarchiste,
soit vous êtes tricheur. Deux choses l'une. Vous ne pouvez pas dire je suis dedans, mais je vais garder ma liberté. Soit vous êtes tricheur, vous trichez, soit vous êtes anarchiste, vous ne reconnaissez pas l'autorité, donc vous ne pouvez pas être dedans. Et dans le cas d'espèce, il me semble que l'UDBN joue avec ces concepts-là. Donc, l'UDBN s'est constitué en partie. L'UDBN s'est mis donc dans une posture de dénonciation. Donc, une posture d'opposition au camp présidentiel, plus que même les partis d'opposition. Campagne précoce, attaque au ministre de l'Intérieur, oui, qui a fait la opposition. Donc ça pose un problème. Moi je pense qu'il faut que l'UDBN assume son statut. Ne dise plus qu'elle est du camp présidentiel. L'UDBN ne se comporte pas en un parti du camp présidentiel. Ça c'est une analyse simple. Moi je veux bien. Comme je le dis toujours, je n'ai pas la science infuse. J'analyse, je suis un consultant, comme beaucoup d'autres. Je suis un analyste des faits politiques. Et justement, je voudrais... Donc, je voudrais tous autres analystes oui, peuvent venir. On va mettre... Je dis, être dans cette... Quelle est la différence entre celui qui est dans un bloc et que celui qui refuse? À l'Assemblée nationale, vous savez, il y a ce qu'on appelle les groupes parlementaires. Et il y a les non-inscrits. Quand vous ne pouvez pas être dans un groupe parlementaire et ne pas partager la position. La vision du groupe. C'est pas possible. Donc, vous sortez du groupe et vous devenez non-inscrit. Là, vous faites ce que vous voulez. On ne peut pas dire je fais partie d'un camp et dire je ne marche pas sur la ligne du camp. C'est ça que j'appelle la tricherie. Il faut assumer sa liberté. Quand on veut être libre, on est libre. Et quand on veut s'enchaîner, on s'enchaîne. Être dit je suis de l'opposition, je suis de la majorité, c'est s'enchaîner. C'est plus responsable de le faire. Mais dire je suis dans l'un ou l'autre camp et je trouve fait, c'est de l'anarchie. Mais l'UDBN dénonce l'attitude peut-être des fonctionnaires du ministère de l'Intérieur parce que elle dit par exemple, l'Union dit par exemple que l'attitude du ministère de l'Intérieur est une grave entorse ou entrave à la démocratie et au processus électoral. Je ne veux pas rentrer dans les fonds parce que je ne sais pas quels sont les éléments dont l'UDBN est porteur. Mais si l'UDBN se sent du camp présidentiel, l'UDBN peut un peu parler avec le ministre qui est du camp présidentiel. On va me dire séparation, oui. Sans faire une conférence de presse. Mais le ministre, dans sa sortie, a parlé des 10 partis qui ont déposé, dont les 2. Dans son parti aussi, l'Union progressiste. C'est ce que je voulais dire. Il n'a pas dit qu'un seul parti est déjà à jour. C'est là que l'UDBN se piège. La sortie du ministre, c'est une sortie de clarification. C'est une sortie, je trouve que c'est une sortie sérieuse, responsable. C'est une sortie d'une autorité qui s'est mise au-dessus des contingences partisanes. Parce qu'il n'a pas isolé son camp. C'est rare. C'est très rare. Il les a mis tous. Et dans l'ordre de compte, comment les gens ont déposé leur... Mais que les gens ont des dossiers. Si le l'UDBN a un problème particulier, il y a deux possibilités. Soit l'UDBN saisit les juridictions compétentes, parce qu'on serait en contentieux de l'élection législative. L'UDBN saisit les juridictions compétentes. Si l'UDBN estime qu'on le bloque pour ne pas avoir le certificat, il saisit. Parce qu'on serait en contentieux de l'élection. Puisque c'est une pièce essentielle liée aux élections. Peut-être que ça pourra prendre du temps, parce qu'on est assis. En contentieux de l'élection, contentieux post-électoral, il y a une sévérité. Il y a des délais. La Sénat, la Cour constitutionnelle est enfermée dans des délais. Il y a la Cour suprême parfois. Mais dans les contentieux, tout le contentieux de l'élection, c'est la Cour constitutionnelle, donc, est enfermée dans ce domaine de délai. Donc, si l'UDBN avait fait une sortie, nous avons saisi la Cour parce que nous avons telle difficulté. On peut comprendre. Mais en attendant la sortie, et en s'attendant au ministre ou à ses cadres, l'UDBN se met dans une position d'opposition. Donc, on ne peut pas être et ne pas être. Soit on est, soit on n'est pas. Mais vouloir être et ne pas être,
ça frise une certaine trancherie. Et je le constate, et les téléspectateurs également, vous êtes tranchés véritablement. Il faut la discipline de groupe. Non, mais ce n'est pas moi qui suis tranché, c'est le principe. C'est le principe. Vous ne pouvez pas être et ne pas être. Vous ne pouvez pas être et ne pas être. Ou vous êtes ou vous n'êtes pas. Mais vouloir faire les deux, c'est pas possible. C'est de la tricherie. Est-ce qu'on peut observer une posture de centrisme quand on dit... Mais dites que vous êtes centriste. Dites que vous êtes au centre. Vous êtes ni. Comme l'autre l'avait proclamé il y a quelques années. Oui. Ni Soglo, ni Kérékou. Ce n'est quand même pas facile. Il a proclamé. Donc on le professeur François Abiola, oui, après... Abiola a proclamé aussi le centre. Mais ce n'est pas facile, hein, parce que très rapidement, on bascule de l'autre côté. Que ce soit dans le camp... Vous savez, les éclectiques ne sont jamais des gens à prendre au sérieux. Celui qui dit je ne veux pas trancher, il n'est pas sérieux. Mais bon, ça c'est ma position à moi. Ouais. Autant, ça c'est... Moi j'estime qu'être au milieu n'est jamais... Autant, dans tout débat, il y a toute la voie du milieu. C'est-à-dire ce qu'on appelle la synthèse. Il ne faut pas peut-être être trop tranché dans l'absolu. Mais ça c'est à l'interne. À l'interne, quand vous êtes dans un débat et quand il y a deux blocs, vous pouvez essayer d'apporter la sagesse du centre, la troisième voie. Après, quand il faut prendre position dans un débat national, dans une question familiale, dans un problème professionnel, rester au milieu, c'est refuser de trancher, c'est refuser de solutionner le problème. Puisque pour solutionner, il faut un avis clair. Oui, mais je pense que oui, telle a raison, mais maintenant, si on ne fait pas ce que lui a dit, on fait l'autre, mais... Et le gars se tait, mais il n'a rien dit. Il n'a fait que nous partager ses doutes qui n'ont rien de nous faire avancer. Mais les partis politiques éprouvent de difficultés à obtenir le certificat de mise en conformité. On voit... Mais le ministre voulait montrer comment les gens ont du mal à animer la vie politique. Comment les gens ont du mal à faire les dossiers. Comment les gens ont du mal à respecter la légalité. C'est la faute à qui? C'est la faute à qui? Donc, là où on est aujourd'hui, quand je regarde la sortie de l'UTBN, c'est une manière de préparer déjà l'opinion à trouver le bouc émissaire ailleurs. Elle a fait ce congrès. Il me semble que c'est l'un des premiers congrès. Si je ne me trompe. C'est en octobre ou en novembre. Tout à fait. Mais elle a attendu quoi? Pourquoi ne pas vérifier un à un? C'est d'ailleurs la première force qui a déposé les dossiers. Mais il n'a qu'à dire ce que dit le ministre, c'est faux. Preuve à l'appui. Et alors, quand il n'a pas réussi à régler ça à l'interne, nous, on ne se retrouve pas dans la majorité présidentielle. Ça aurait été son droit. Il faut vouloir être et ne pas être à la fois. C'est être tricheur. C'est-à-dire, c'est manipuler l'opinion. C'est ne pas savoir où on veut être. C'est ne pas savoir ce qu'on veut. Il me semble que beaucoup n'ont pas compris que les temps ont changé dans notre pays. Les temps où on se met en scène pour gagner des strapontins ne semblent plus être de mise aujourd'hui. Le pays a évolué. Le président Talon et son gouvernement, enfin, et son système, comme on le dit, ont fait changer beaucoup de choses. Il faut ouvrir les yeux et comprendre que les choses ont évolué. On a beau de l'autre système. On a été managé, moulé, brassé dans un système. Il change. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas, a dit l'autre. Mais pourquoi on ne veut pas comprendre que les temps ont changé, que les choses changent? On n'est plus à l'OTAN. Donc, j'ai l'impression qu'il y en a qui veulent se maintenir encore dans l'ancien temps, avec des anciennes méthodes, dans d'anciennes méthodes. Ça a évolué, ils vont rester sur les quais de la gare. Le DBN estime qu'elle a mené les démarches qu'il faut, véritablement. Et là, ça a été dit. Vous avez contrôlé les démarches en question? C'est au ministre de le faire. Le ministre a fait sa sortie. Lui, il n'a qu'à se mettre à jour.
Moi, je constate simplement que au 17 février, aucun parti, ni de la majorité, ni de l'opposition n'est à jour. Mais quand on a dit ça, quelle est la faute que le ministre a commise? Au contraire, il est dans la transparence. Mais quelle alternative aujourd'hui? Quand on sait qu'on est à 4 jours, vous avez dit 17 février, le 21, ça démarre. À 4 jours, quelle alternative trouver aujourd'hui? Ok. Les gens n'ont qu'à se mettre à jour. Les gens n'ont qu'à se mettre à jour. Il va falloir du temps également pour les cadres du ministère de vérifier tout ce qui sera fait. Qui vous a dit ça? Le ministre a dit qu'ils ont pris toutes les dispositions. Ils connaissent qu'il y a des délais imprescriptibles. Donc, il n'y a pas de raison qu'on ait l'impression qu'il ne peut pas se mettre à jour. Enfin, que le ministère ne peut pas étudier les dossiers. Qui a déposé son dossier et qui n'a pas été bien traité. Ce que dit l'IDBN, c'est son ressenti. C'est ce qu'il pense, c'est ce qu'elle pense. Donc, pour moi, j'estime que aussi bien les partis de la majorité présidentielle que ceux de l'opposition ont des soucis à se faire. Mais qu'au finish, on aura des partis à l'élection. Il n'y a pas de raison qu'il n'y en ait pas. On ne peut pas dire que tous les partis sont dans la triche. Et quand on leur a notifié une fois qu'il y a telle action qui a dû leur échapper, qu'ils ont le temps pour corriger. Et qu'ils ont le temps pour corriger. Et il y a quelque chose, hein, on pourrait quand même observer une avancée notable. On parle de 10 partis politiques, alors qu'on pourrait avoir auparavant 200 et quelques partis politiques. On a 10 partis politiques maintenant qui ont déposé les dossiers pour l'obtention de ces certificats. C'est une avancée. Ah oui, bien, c'est une belle avancée. On doit en être heureux. C'est ce que nous attendions. C'est ce que nous sollicitions. C'est ce qu'avec beaucoup nous voulions. Un petit pays, aux ressources limitées, ayant des clans familiaux, professionnels, de responsabilité. Aujourd'hui, au moins, le jeu est clair. Les 10 partis politiques, même si on va à 15, on sera tous dans les normes. Voilà. Donc, c'est une avancée. Et ceux qui attaquent le code électoral devraient plutôt, la charte des partis politiques, devraient plutôt remercier les députés de tous les camps qui ont voté ce texte, de faire leur devoir. Ça, c'est à leur actif. Le multipartisme intégral est là. Oui, personne ne les a interdit. C'est pas interdit. Oui. Mais la loi, la Constitution dit que la loi va organiser. La loi va organiser en disant, je canalise. Est-ce que la loi a mis 10? Est-ce que la loi a mis 10? C'est ça le problème. La loi n'a pas dit, il faut 10. Il faut 20. La loi a mis des conditions, des critères. Et à partir de rentrer dedans. Ouais. Très bien. Agapit Napoléon Maforican, c'est vrai que véritablement, les législatives d'avril prochain pourraient être une épreuve. Hein. Le Bénin doit véritablement savoir négocier ce virage-là. Parce que quand c'est mal négocié, ça pourrait conduire à des conflits post-électoraux. Oui, c'est vrai que... Et c'est là que l'attitude de la Sénat a été très bien. Je pense que le fait de regrouper, d'expliciter, c'est une bonne chose. Après, il n'y a pas pire à vue que je ne veux pas voir. Pire ce que je ne veux pas entendre. Mais la Sénat a fait son travail. Ça vous dit quoi? Il y a beaucoup de défis liés aux élections à venir. Énorme. Mais ça n'empêche pas qu'un certain nombre de règles se mettent en place. Et la sortie du ministre de l'Intérieur va dans ce sens-là. Il faudrait que les Béninois comprennent que la loi, c'est la loi. Et elle doit être intégralement respectée. Ce qui n'est pas le cas en réalité. Donc, pour moi, pour ceux qui sont pris d'une certaine liberté d'action, mais de responsabilité, la Sénat et la Cour nationale jouent pleinement leur répartition et concourent à ce qu'il y ait moins d'écart entre les candidats et ce qu'on n'a pas. Très bien. Merci beaucoup à vous, Agapit Napoléon Maforican, consultant politique à ETélé, par ailleurs expert en gouvernance, consultant médias et communication, administrateur
électorale aussi. Merci pour ces moments d'échange. Merci à vous, chers amis téléspectateurs, de nous avoir suivis. Et donc, c'est la fin de ce numéro de votre émission Le Décryptage. Merci de rester toujours fidèle au programme de E-Télé.